Donc on va y aller. Je te laisse dérouler. Super. Et par rapport à lundi, si jamais il y a 2-3 questions qui arrivent, je te laisserai Je prendre la t'interromps, je parole. les pose à ce Voilà, et moment-là. Ouais, ça marche. me les poser, Donc me les poser à n'hésitez ce pas, hein, moment-là. pour les spectateurs, vous avez le module questions et réponses où vous pouvez directement poser vos questions ou sinon dans le chat du webinaire. À toi Thomas. Super, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une intervention un petit peu plus, on va dire, portée sur l'aspect technico-tactique du basket, avec un sujet qui me tenait à cœur, où le titre est un petit peu particulier. C'est vrai que j'en ai discuté avec deux, trois collègues dans la journée, où je voulais savoir un petit peu dans cœur de performance ce que j'entendais. Alors en fait, la chose, elle est très simple, c'est je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, en donnant quelques exemples, d'un point de vue notamment, pédagogique, hem, comment ma vision du basket a évolué, comment j'ai priorisé certaines choses, qui aujourd'hui, moi, me paraissent essentielles, à travailler et à développer à l'entraînement pour réaliser justement des performances. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui pour moi est une clé de la performance? Qu'est-ce qui est au cœur de la performance basket? Et ça s'est un petit peu construit au fil de mes expériences. Donc, Nico, juste là, ça a bien changé de slide? C'est bon, c'est bon. Super. Donc, juste une petite, voilà, un petit plan, de ce qui va se passer. Donc on va parler un petit peu de la performance sportive, pour qu'on soit un petit peu sur la même chose, tous ensemble. Hem, de cette notion de performance, va en découler une philosophie d'entraînement, une philosophie qui s'est construite aussi au fur et à mesure de mon parcours d'entraîneur. Hem et puis derrière, bah, quels sont ces facteurs de la performance en adéquation avec cette philosophie que moi je vais favoriser, pour évoluer, et faire évoluer mes équipes, sur le terrain. Et puis derrière, quelques situations pédagogiques simples, à mettre en place. Et donc si aujourd'hui on est sur une intervention un petit peu plus, basket, bien évidemment, cette réflexion, elle peut, je pense, se modéliser dans tous les sports à partir du moment où votre notion de performance et ce que vous voulez en voir découler, bah, vous le modélisez. Alors la performance sportive, moi j'ai simplement repris une définition et une modélisation, qui est présente dans la littérature des sciences du sport, hein. Là, on a une définition qui nous dit que en fait, la performance sportive, c'est quelque chose qui peut s'exprimer sous forme d'un classement, d'une distance, d'un temps ou d'un résultat. Et le plus souvent, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le sport de compétition, lors d'une compétition. Donc nous, basketteurs, c'est, tout simplement un résultat dans une compétition. Et un résultat, le basket, c'est assez binaire en termes de score et de résultats, hein. C'est vous gagnez, vous perdez. Il y a pas de résultat nul, sinon c'est prolongation et on enchaîne. Contrairement, à d'autres sports, hein, où vous pouvez avoir ce résultat nul, mais aussi où vous pouvez avoir différentes performances. Je vais prendre, heu, un petit peu un exemple, celui de l'athlétisme, mais vous pouvez avoir une performance en termes de temps, c'est-à-dire que sur une compétition donnée, sur une finale, vous allez performer, vous allez faire votre meilleur temps. Ça, c'est vous, vous avez performé par rapport à vous. Mais en termes de classement ou de résultats, peut-être que vous allez finir derrière, 1, 2, 3, 4 adversaires. Et là, votre performance, dans la compétition sera moins importante que les autres. Donc nous, là, sur l'intervention et sur le basket, on va être sur une performance en termes de résultats, donc victoire, défaite, par rapport à un adversaire.
Et le résultat de cette performance, bah, en fait, pour moi, c'est l'accomplissement de ce qu'on va mettre en place à l'entraînement. C'est-à-dire si je veux performer en compétition, tout simplement, il faut que je m'entraîne pour réaliser des performances. Il faut que je m'entraîne et nous, en tant qu'entraîneurs, il faut qu'on entraîne les compétences, qui vont permettre à nos sportifs, à nos basketteurs, à nos basketteuses, de réussir en compétition et donc de réussir à avoir un résultat positif. Alors si on continue un petit peu sur, cette définition de la performance sportive, il y a énormément de modélisations, hein, qui ont été, qui ont été sorties, toujours dans la littérature un petit peu des sciences du sport. Là, il y en a une très simple. La performance, c'est la résultante de différents, critères, de différents items. Certains auteurs vont aller sur plus que quatre pôles de la performance. Moi, j'ai pris, pour vous présenter ce soir voilà, une modélisation assez simple, où pour performer, il va falloir travailler au niveau du mental, il va falloir travailler au niveau technique, il va falloir travailler au niveau tactique et il va falloir travailler au niveau physique. Et si je considère que, heu, la performance, c'est la performance de mon équipe et que je considère, mon équipe comme un tout, même si bien sûr, à l'intérieur, il y aura des curseurs à faire varier en fonction des différents individus qui vont composer mon équipe. Mais si je considère qu'en fait mon équipe c'est un tout et que je cherche la performance de mon équipe, je vois qu'il y a sur les différents items, il y a 3 items notamment qui sont, très fortement, très, très fortement, heu, individuels. Et individuel, c'est, mon tout, mon équipe. C'est-à-dire que ma technique, je prends l'item technique, là, l'item orange, ma technique, ça m'appartient. Le fait de, par exemple, savoir faire un tir en course à droite et à gauche, ça m'appartient. C'est moi, joueur. C'est mon équipe, je vais leur tous leur apprendre à faire des tirs en course. C'est un exemple, le tir en course. L'aspect physique, c'est normal. C'est pareil pour moi. Heu, ça m'appartient à moi. Il n'y a pas d'intervention, des extérieurs. Ce n'est que moi. Donc quand je regarde un petit peu toutes ces choses-là, je me dis qu'en fait la performance dans un sport et là, dans le basket, bah, elle est beaucoup, due à des facteurs qui me sont, personnels. Je ne suis pas sur que font les autres, mais plus sur ce que moi je fais. Et en ayant cette réflexion, hem, au fur et à mesure de mon expérience d'entraîneur, en fait, je me suis, tout simplement, rendu compte que parfois, sur l'entraînement, on passait beaucoup de temps à vouloir faire beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et pas forcément les choses essentielles. Et les choses essentielles, c'est notamment les choses qui concernent votre performance et votre équipe, donc des choses qui se rapprochent plus de nous-mêmes. Et c'est là où j'en passe, la fille qui découle de ça. Si on part du principe qu'une performance, c'est un résultat positif, c'est-à-dire le fait de gagner un match, hein, c'est le fameux, résultat binaire de tout à l'heure, je gagne, je perds. Heu, si on se dit que cette performance, elle est plus basée sur des facteurs qui nous sont, intrinsèques, qui nous sont personnels, que des facteurs extérieurs. Hem, d'accord? Si c'est ma performance individuelle qui va être plus importante que ce que vont faire nos adversaires. Si on se dit ça, alors en tant qu'entraîneur, on se dit qu'en fait, on doit plutôt se focaliser sur ses joueurs, sur son équipe, plutôt que ses adversaires. Alors ça semble peut-être logique, mais souvent, à l'entraînement, quand on reprend, ce qu'on fait et ce qu'on déroule à l'entraînement, est-ce qu'on consacre énormément de temps à ce qui est essentiel pour son équipe? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais qu'au début, heu,
de mes premiers pas en tant qu'entraîneur, je passais beaucoup de temps à balayer beaucoup de choses et pas forcément les facteurs qui étaient, les plus importants pour mon équipe et surtout pour la performance de mon équipe. Et donc du coup, de cette réflexion, en fait, je me suis amené à me dire, en fait, quels sont vraiment les facteurs de jeu qui vont amener une performance, collective de mon équipe? Est-ce que ça va être de travailler, offensivement, tout ce qui est possible de faire sur, écran porteur, écran non porteur? Est-ce qu'il faut voir toutes les défenses qui existent? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se sont, déroulées de ça et du coup, la première réflexion, ça a été: un, concentre-toi au maximum sur ton équipe. La deuxième réflexion, ça a été: concentre-toi sur ce qui peut être important et contrôlé, durant une rencontre. Et par rapport à ça, moi, j'ai repris, tout simplement une phrase, heu, de Greg Popovich qui, dans dans un article, suite à une victoire en finale NBA, qui disait tout simplement: «Le jour où mes gars, ils perdront pas de ballon et ils auront une adresse au tir, à 60 et plus, alors là, peut-être que je pourrais commencer à me soucier de mes adversaires» et effectivement, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'à partir du moment où, heu, vous avez une équipe, votre équipe qui, OK, vous mettez en place plein de choses, mais elle met pas les paniers. Ou alors à chaque fois qu'elle tente quelque chose ou qu'elle tente toutes ces choses que vous avez, mis en place, elle perd la balle. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis parti du principe que non et qu'il fallait faire un tri par rapport à ça. Et donc c'est cette réflexion un petit peu autour de ma pratique d'entraîneur, qui m'a amené à me poser plusieurs questions et à savoir ce qu'il était essentiel de travailler à l'entraînement. Et on en arrive, du coup, à ce que je souhaite pour favoriser la performance. C'est mon fameux cœur de performance, ce qui est essentiel, ce qui va faire en fait vivre, mon équipe, lors des rencontres. Parce que, si j'ai repris le terme de cœur, c'est bien ça, hein, c'est ce qui va vous faire, vivre, je pense et ce qui va vous faire performer, sur le terrain en compétition. On en revient à la définition, on parle bien de compétition. Donc, plusieurs réflexions par rapport à ça, plusieurs échanges avec les collègues entraîneurs, dans les différentes expériences que j'ai pu avoir et la 1re chose en fait qui apparaît, alors c'est une logique, hein, ce que je vais dire, mais, plus on a le ballon et surtout, plus on va tirer, si on tire plus que l'adversaire, on a plus de chances de mettre plus de paniers que lui. D'accord? Il y avait cette notion d'adresse, là, dont parlait, Popovic. Mais maintenant, si on est sur 2 équipes qui ont le même pourcentage d'adresse et on va partir sur un truc, un petit peu fou, mais si les 2 équipes, elles ont 100 d'adresse, l'équipe qui aura le plus de ballons, elle aura forcément, la possibilité de performer, c'est-à-dire de remporter la rencontre. Et du coup, heu, ma question, ça a été: qu'est-ce qui va faire, quel item de la performance, quelle clé de la performance, quelle clé du basket va faire que je vais avoir plus de tirs que l'adversaire? Et très vite, en fait, c'est le terme, rebond qui m'est venu à l'esprit. Hem et là, je me suis dit: «Est-ce que je travaille vraiment le rebond aux entraînements?» Parce que, bah, voilà, si vous loupez un tir, que vous avez un rebond offensif, vous avez une nouvelle possibilité de marquer et ce rebond offensif, c'est une chance aussi de moins pour l'adversaire, parce que pendant que vous avez pris le rebond off, l'adversaire, lui, il est pas en train d'attaquer. À l'inverse, si vous empêchez l'adversaire de prendre un rebond, heu, offensif, bah, il a plus cette deuxième chance de marquer, mais vous avez une chance supplémentaire et donc si le rebond m'est apparu comme un élément essentiel pour performer, la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est
Est-ce que je travaille vraiment cette notion de rebond à l'entraînement? La première réponse, ça a été non. Alors le rebond, derrière, une fois que c'est apparu, c'est qu'est-ce qu'on peut travailler au niveau du rebond? Parce que, voilà, c'est un thème assez vaste et qu'est-ce qu'on peut travailler? Ben, on peut travailler la lutte au rebond, le fait d'aller au contact, de faire le fameux box out, de contacter son adversaire, de lutter, de combattre pour avoir, ce rebond. Parce que le rebond, hein, c'est un moment d'opposition où vous allez avoir un joueur A et un joueur B qui vont vouloir la même chose, le ballon. Et est-ce que je travaille la lutte au rebond, sur mes semaines d'entraînement? Oui, non. À l'époque, c'était non. La lecture, savoir ce qui va se passer, savoir si le ballon vient d'un côté, est-ce que le rebond va plutôt venir de mon côté? Mais aussi savoir, comment faire un box out par rapport à un adversaire qui va se situer, par exemple, proche du cercle ou loin du cercle. Quelle attitude avoir par rapport à un joueur adversaire qui va jouer le rebond et vous, à l'inverse, qui allez vouloir le rebond? Est-ce que je donne des consignes assez précises et assez souvent à mes joueurs par rapport à ça? C'est important. Et enfin, est-ce que je travaille sur cette transition rebond, action supplémentaire? Rebond off, nouvelle action offensive, rebond, défensif, pouvoir, repartir. Est-ce que je travaille sur ces transitions? Est-ce que toutes mes situations vont permettre à mes joueurs de s'entraîner à transiter pour être performants? Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, dans le fait d'avoir plus de séquences de tir que mes adversaires, ça a été de travailler sur les turnovers, les balles perdues. Pareil, ça m'est venu tout de suite à l'esprit, hein, mais pour moi, c'est de la logique. Mais si je ne perds pas le ballon, si je rends le ballon à l'adversaire par un tir, bah, c'est une chance de plus d'avoir un résultat positif par rapport à mes adversaires. Et donc, cette conservation du ballon, est-ce que je la travaille assez? Derrière, même logique, je me suis dit: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quels sont les items à travailler pour ne pas perdre le ballon?» Et la première chose qui m'est apparue, heu, pour ne pas se perdre, c'est d'avoir un langage commun, en fait. Qu'il soit offensif ou défensif, qu'il permette de conserver la balle ou de faire perdre la balle à l'adversaire. Le fait d'avoir une équipe qui se comprend sur le terrain, qui respecte un même code de la route, en fait, ça va permettre de faire le moins d'erreurs possible. Si tout le monde est sur la même longueur d'onde, si tout le monde comprend, ce que l'autre fait, je pense que c'est une source, de justement bonne conservation du ballon et il y aura moins d'erreurs, à mon sens, à mon sens. Voilà. Donc, mettre un langage commun et faire en sorte que ce langage se matérialise. Heu, Exemple, hein, et mes joueurs encore cette année pourront en témoigner, mais, quand je fais une passe, à un partenaire, bah, je lui dis que je lui fais une passe. Même avec des seniors, j'insiste là-dessus pour qu'on ait vraiment ce langage commun. Et je viens de parler de passes, mais la qualité des passes aussi, m'est apparue comme un élément important. Le fait de pouvoir se passer le ballon dans différentes situations, avec pression défensive, sans pression défensive, des passes qui allaient de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, qui traversaient le terrain, sur du demi-terrain, sur du tout-terrain. Être capable d'avoir des qualités de passe, aussi bien pour l'émetteur que le récepteur, ça me semblait quelque chose d'important. Heu, donc pour avoir plus de possession que mon adversaire et surtout avoir plus d'occasions de tir, 2 clés: les pertes de balles qu'il faut diminuer et le rebond. Et là, la question, c'était: est-ce que je passe assez de temps pendant mes entraînements à travailler là-dessus? Sachant que, voilà, assez de temps, c'est au moins 80. Ce qui est important, il faut le travailler au moins 80 du temps. Surtout, en fonction du nombre d'entraînements que vous avez, le 80, il va rester le même, mais 80 sur,
3 entraînements semaine ne va pas être la même chose que du 80%, où on a 2 entraînements par jour. Et cette question-là, pour moi, elle était importante. Est-ce qu'on travaille assez? Ce qui va me permettre, en fait, d'avoir plus de situations de tir que mon adversaire. Parce qu'après, vous pouvez avoir des pourcentages, très hauts, hein, mais si votre adversaire, il tire, je vais extrapoler, mais s'il tire 2 fois plus que vous, il va avoir 2 fois plus de chances, de remporter le match. Donc ça, c'était une des 1 clés. Et une des deuxièmes clés, en parlant un petit peu toujours avec des collègues, en échangeant et cetera, c'est le fait de marquer plus de points par possession. Alors plus de points par possession, c'est simple, c'est de se dire, globalement, au basket, un panier, c'est 2 ou 3 points. Eh ben, essayons de favoriser ces paniers à 3 points, qui valent 1 point de plus, que, le panier classique. Alors on a bien sûr tout ce qui est autour du tir à 3 points, mais on a un autre item qui, pour moi, peut très vite arriver, notamment dans la formation des jeunes joueurs, c'est le lancer franc. Et c'est le fait d'avoir des possessions où on est capable, 1, et ça va arriver ici, d'avoir de nombreux lancers francs par match. Plus j'ai de lancers francs par match, plus je vais pouvoir, avoir des situations de N1 et donc avoir des situations à 3 points. C'est une réflexion, qu'au début je n'avais pas du tout. Le nombre de lancers francs, tirés, c'est pas forcément quelque chose que je regardais. Mais c'est important et ça va être un travail autour de l'agressivité offensive. Est-ce que je suis capable, d'aller marquer à l'intérieur, de me protéger? Voilà, pour avoir cette volonté de peu importe ce qui se passe, moi je vais marquer mon panier et je vais avoir en plus ce point en plus. Et donc il y a toute cette gestion des contacts, à mettre en avant et à travailler. Donc voilà, est-ce que je travaillais là-dessus? Est-ce que sur l'entraînement, est-ce que mes joueurs étaient récompensés par un lancer franc, après les fautes? Bah, pas toujours sur le 5-5 parce qu'on perdait pas de temps là-dessus. Mais en fait, c'est important d'être capable de mettre ce troisième point après une faute provoquée. Et puis bien sûr, heu, derrière, il y a quand même ce pourcentage au lancer franc, parce que si vous, heu, provoquez ces fautes, provoquez cette situation de points supplémentaires et que lorsque vous vous présentez sur la ligne, vous loupez votre lancer franc, forcément, il y a pas forcément d'intérêt, à cela. Donc il y a le travail, du lancer franc et de l'efficacité au lancer franc. Donc ça m'a apparu comme une notion importante parce que, demander à ses joueurs d'avoir de l'agressivité, d'aller au contact pour marquer ce point supplémentaire, si derrière ils n'en sont pas capables, ça devenait compliqué et par rapport à ça, il y a, des choses assez simples, hein, mais c'est, le fait d'avoir une vraie routine sur la ligne et d'avoir, un geste, régulier et puis on va dire, qui va se répéter peu importe la situation et puis après il y a tous les aspects, mentaux autour du lancer franc, parce que, voilà, peu importe le scénario du match, peu importe, ce qui va se passer en termes physiques, pour vous, hein, que ça soit dans le 1er quart-temps où on est frais ou alors où on vient de rentrer, justement on est froid plutôt que frais ou alors à la fin où on est un petit peu épuisé. Hem, Avoir des situations où vos joueurs, le point supplémentaire, il va être le plus souvent possible marqué et en fait, à partir de là, beh, tout simplement, hein, je me suis dit: «Ces 2 items-là», donc le fait d'avoir plus de tirs et le fait d'avoir plus de points par tir, en fait, il faut que je passe la majorité de mon temps à travailler là-dessus et pas forcément à travailler tout le reste ou, à ne pas passer trop de temps sur tout le reste. Je reviens à mes 80-20 en termes de pourcentage. Tout simplement parce que,
Ces clés-là et il y a une étude qui a été faite, notamment sur les championnats, internationaux, au niveau des équipes de France, jeunes et seniors d'ailleurs. Ces éléments-là vont vous permettre de performer sur une compétition et vont vous permettre d'aller vers le haut du classement. Et quand on parle de performance, c'est ce qu'on veut, c'est, gagner le match et gagner le plus de matchs pour aller vers le haut du classement. Là, bah, j'ai un petit peu reconstruit ma logique d'entraînement en essayant de se concentrer sur ces items-là. Et donc, je vais, maintenant aborder, quelques situations pédagogiques, Juste mais avant que le tu oui? fasses la transition, on a une question de Romain qui demande si le 1 contre 1 est un axe fort ou pas. Je transmets Alors, la question. ouais, ouais, bien sûr. Pour moi, le 1 contre 1, il va justement aller dans cette notion d'agressivité offensive. Le fait de pouvoir jouer, son duel, être dans l'agressivité pour jouer son duel, ça va faire partie, oui, des items de, aller chercher le point en plus par possession. Ça marche, merci. Voilà. Hem Et donc par rapport à ça, là, je vais essayer de présenter quelques situations pédagogiques et et effectivement, l'objectif, c'est, de travailler autour de ces items qui peuvent, comme la question de Romain vient d'ailleurs de mettre en avant, se décliner autour de plusieurs choses. Hem On ne va pas travailler, par exemple, que, des situations classiques de rebond, parce qu'on a dit que l'important, c'était aussi d'être capable de rebonder pour transiter derrière et d'amener quelque chose de positif. Si je prends un rebond offensif, mais que je perds le ballon derrière, par exemple, parce que je ne peux pas transiter, ressortir la balle pour travailler, ou à l'inverse, si je prends un rebond défensif, mais que je redonne la balle directement à l'adversaire, ça n'a pas de valeur. Donc ce qui va être important, c'est de travailler autour de ces transitions justement offensives, défensives, défensives, offensives, autour du rebond. Mais c'est autour du rebond. Le rebond, ça va être le cœur de ma situation. Euh, Travailler sur la conservation du ballon pour diminuer les pertes de balles et conserver le ballon, c'est plusieurs choses. Ça va être des fondamentaux individuels, ça va être des fondamentaux collectifs, pré-collectifs. On reparlait du un contre un à un moment donné, heu, savoir, comment dribbler par rapport au un contre un, des changements de main, des choses comme ça va aussi être des éléments qui vont faire que, le ballon va être moins perdu. Et puis, on va travailler tout ce qui est autour de l'agressivité offensive pour avoir plus de lancers francs et un pourcentage plus grand et il apparaît important aux entraînements de mettre les joueurs dans des situations où ils vont être amenés à, être récompensés de cet effort d'aller chercher un point supplémentaire, mais surtout où ils vont être mis face à la situation de marquer ce point supplémentaire, pour avoir ce pourcentage assez grand. Ce que je veux dire par là, c'est que et on en parlera à la fin, mais très rarement, je travaille les lancers francs, décontextualisés. Je dis n'importe quoi, on finit l'entraînement, tiens, vous marquez, X lancers francs et la situation est terminée. Non, généralement, les lancers francs sont travaillés soit durant, les situations d'opposition, soit ils sont travaillés avec, une charge mentale, au début, enfin avant la série de lancers francs. Donc là, je vais présenter quelques situations pédagogiques et pareil, si vous avez des questions sur les situations, vous n'hésitez pas. Alors, une situation autour du rebond, pour travailler le rebond. C'est une situation qui est, on va dire, évolutive et là, on va voir le début. Elle va nous permettre de travailler plusieurs choses. Alors, vous avez, une équipe qui est en attaque, ici ce sont les ronds avec 4 joueurs et une équipe qui est en défense ici, avec 3 joueurs. L'équipe en défense,
Voilà, elle regarde le mur ici, hein, à l'opposé, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas les attaquants. Et vous avez un coach ou un joueur supplémentaire, mais c'est mieux si c'est le coach pour la différenciation après, avec un ballon. On va demander tout simplement à ces joueurs-là, alors soit ils sont statiques, soit ils sont en tipping, soit ils sont sur des déplacements, comme vous le voulez, tout est réalisable. Au début, c'est pas plus mal qu'ils soient dans une position soit statique, soit de tipping. Le coach va passer la balle à un des 4 joueurs, d'accord? Le coach va passer la balle à un des 4 joueurs. Au moment où le coach jette le ballon, il va donner le signal, le top, le go, pour que les défenseurs se retournent. Et donc là, on va travailler sur une première chose qui est prise d'information et langage commun, défensivement parlant, avoir un langage commun. Pourquoi? Parce qu'en fait, le joueur qui va recevoir le ballon, donc là par exemple le coach va passer la balle à 2, le joueur qui va recevoir le ballon ne sera pas défendu. Ne sera pas défendu. C'est-à-dire que les 3 joueurs vont défendre les 3 autres joueurs, les 3 non porteurs de balle. Et on va bien sûr leur demander de défendre par rapport à la position du ballon. D'accord? Vous allez défendre, par exemple, là, ici, le joueur 1, il va défendre par rapport à un ballon qui arrivera sur le 2, comme ça arrive sur le schéma numéro 2 ici. D'accord? Donc, vous allez avoir une communication, vous allez avoir un langage commun pour être efficace. Savoir qui prend qui et les informations que l'on se donne. OK? Par rapport à ça, et dans l'évolution, moi, je commence toujours en disant le joueur qui reçoit la balle, il va faire une feinte de tir, puis il va tirer. Et au moment du tir, et pas avant, au moment du tir, les joueurs attaquants, ses coéquipiers, peuvent jouer le rebond offensif. Et donc là, les 3 joueurs en défense, qui vont avoir pris l'information et vont se situer, d'accord, vont jouer, eux, le rebond défensif. Et là, on va être sur une situation où on va pouvoir, dans un premier temps, travailler sur, par rapport à ma place, par rapport au ballon, mon écran de retard, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis loin? Là, par exemple, mon joueur numéro 3 en défense, le ballon est ici, il va être plutôt près de son joueur, alors que le D1 ici va être un peu plus éloigné. Ce n'est pas le même écran de retard. On va pouvoir travailler autour de ça. On va pouvoir travailler aussi le rebond offensif. Essayer d'éviter justement là l'écran de retard pour aller chercher la balle. Donc ça, c'est une situation très simple, mais qui va permettre de travailler beaucoup d'items autour du rebond. Et surtout, c'est une situation qu'on va pouvoir faire évoluer, notamment dans ces notions de transition. Tout à l'heure, je vous parlais du fait de transiter. Eh ben, le joueur qui a pris le tir, ici, voilà, derrière, moi, je vais le faire sortir du terrain dans un premier temps, et ensuite, on va pouvoir jouer en fonction du rebond. Jouer en fonction du rebond. On a un rebond offensif. Quelles sont les règles communes? Moi, personnellement, sur un rebond offensif, il y a 2 possibilités. Soit j'ai les 2 pieds dans la raquette et je suis en 1 contre 1 et dans ce cas-là, je joue, soit je ressors mon ballon, soit je ressors mon ballon. Donc là, par exemple, si c'est le 3 qui prend la balle, s'il est en 1 contre 1 avec les 2 pieds dans la raquette, il a le droit de jouer, il a le droit de prendre un autre tir. S'il n'est pas en 1 contre 1 ou que c'est un rebond à l'extérieur de la raquette, on ressort le ballon. Et donc là, vous allez vous retrouver avec du 3 contre 3 qui va pouvoir se jouer soit sur une deuxième possession offensive, soit sur un jeu tout terrain. Sur un jeu tout terrain. Et là, vous allez déjà travailler le rebond, travailler les transitions. Mais on va partir sur un élément important pour moi de la performance et on va mettre un focus dessus dès le début de la situation, c'est le rebond. Je veux un ballon de plus que mon adversaire. Je veux un ballon de plus. Donc le rebond, il est important et on fait un focus dessus. Voilà. Donc ça, c'est une première séquence sur le rebond. C'est un premier exercice. Il en existe des tas d'autres. Celui-ci, vous pouvez le faire évoluer hein, en mettant 5 attaquants, 4 défenseurs, par exemple, en jouant aussi sur le fait de pouvoir après jouer dans cette situation, par exemple, de mettre des joueurs rouges, là, ici, sur le côté, et puis de pouvoir jouer des situations, par exemple, de 5 contre 4, en repartant à l'opposé. Vous pouvez la faire évoluer. Mais ce qui est important, c'est de passer du temps et de mettre un certain temps vos joueurs en situation de jouer ce rebond, vouloir une possession supplémentaire. Et pour rester sur cet exemple du rebond, je vais montrer
un deuxième travail que je mets en place, moi, de temps en temps. C'est plein de petits, ateliers, autour de la lutte, le placement des pieds, le placement du dos sur les écrans de retard, les appuis, le repousser. J'en parlais tout à l'heure, travailler le rebond, il y a un aspect, de lecture, mais il y a aussi un aspect technique de comment placer ses appuis et puis il y a un aspect, physique et mental de lutte. Et donc, par exemple, bah, il y a plein de petits, ateliers que moi j'utilise, c'est du 1 contre 1 généralement, et puis que je couple à du travail physique. Voilà, des petites stations, du travail sur, 20 secondes, 30 secondes, où on va pouvoir, enchaîner comme ça, un petit peu sur du travail intermittent, mais où les joueurs vont être mis dans des situations de lutte au rebond, de box out et cetera et cetera. Donc juste pour vous décrire très rapidement les 3 ateliers ici, hein. Le premier, c'est 2 joueurs dans la raquette, un joueur avec un Swiss ball, un joueur sans, et l'objectif, c'est le joueur avec le Swiss ball doit sortir l'autre de la raquette et l'autre doit bien sûr, y rester par tous les moyens possibles. Et ben, très, très vite, on va avoir des stratégies qui vont se mettre en place, des stratégies d'évitement du contact. Et éviter le contact, on en a parlé tout à l'heure, c'est une possibilité d'aller au rebond offensif, ne pas rentrer dans l'écran de retard, mais pouvoir l'esquiver. On va avoir des stratégies pour l'autre joueur, celui qui a le Swiss ball, de justement créer ce contact, de maintenir ce contact, d'avoir aussi des repoussées, des choses qui vont être importantes dans l'action de box-out. Donc, en fait, sur des petits jeux ici, vous allez développer des habilités qui sont importantes sur un item qui est, pour moi, fondamental dans la performance de mon équipe. Le deuxième atelier, c'est l'atelier ici dans le rond central. C'est pareil, c'est un atelier de lutte physique et d'évitement. En fait, le joueur ici rouge a un objectif, c'est faire en sorte que le rond bleu ne touche pas le rond central, ne touche pas le plot dans le rond central. Avec une seule consigne, euh, c'est de rester toujours avec la tête face au plot, d'accord? De rester ici face au plot et d'être dos à son adversaire. Et là, on va travailler plusieurs choses. On va travailler toute la notion de préhension avec la surface dorsale sur l'adversaire et être capable de prendre les informations pour le repousser. On va travailler aussi physiquement d'un point de vue des jambes, être capable d'être fléchi pour repousser. Le joueur ici bleu, on va travailler justement sur toutes les stratégies d'évitement, d'éviter pour vite aller sur l'avant. C'est-à-dire que je n'évite pas en faisant le chemin le plus long, mais j'évite et je vais tout de suite vers mon objectif. Et là, dans une notion de rebond, mon objectif, le plot se transformera en ballon. Voilà. Et puis, on a un troisième atelier ici, avec un coach qui va lancer la balle d'un côté ou de l'autre de la planche, d'accord, du cercle, pardon, et deux joueurs qui, pareil, vont se repousser, et en même temps qu'ils vont se repousser, ils vont devoir prendre une information sur où va le ballon, où va le ballon, et qu'est-ce que je dois en faire, d'accord, comment je dois me réorganiser pour aller le chercher. Pour aller le chercher. Pour le joueur qui sera côté balle, c'est peut-être justement, j'ai mon joueur dans le dos, là, je vais pouvoir prendre mon impulsion pour aller chercher. Pour l'autre, ça va être de peut-être repousser pour sortir ce joueur de l'espace du ballon et ensuite aller le chercher. Donc là, on va travailler autour de la lecture. Donc voilà, ça, c'est des petits ateliers simples, mais qui, pour moi, sont importants parce que vous pouvez travailler physiquement et vous pouvez aussi travailler sur plein de petites notions autour du rebond. Et je le répète, le rebond, c'est pour moi un item important dans la performance au basket. Et donc, je dois y passer du temps à l'entraînement. Donc, je préfère parfois passer du temps sur des petits ateliers comme ça que de faire une séquence de 5 contre 5, par exemple. S'il n'y a pas de questions sur le rebond, je vais enchaîner sur un deuxième exemple euh, qui est le travail autour de la passe. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, le fait de bien se passer le ballon, mais aussi de pouvoir se passer le ballon dans des situations différentes, ça me paraît quelque chose d'important. Et moi, j'utilise beaucoup les séquences
échauffement pour travailler autour de ça. Donc, on a un exercice, un échauffement qu'on appelle communément le Michigan Drill. Sur le Michigan Drill, vous allez pouvoir, travailler autour de la passe, 2, travailler autour du langage commun de votre équipe d'un point de vue offensif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des règles offensives pour son équipe et les travailler à 3 contre 0. Et puis, vous allez pouvoir travailler aussi l'adresse, puisque tous les joueurs ici vont prendre un tir. Alors, le système, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est tout simplement 3 joueurs qui vont évoluer en passe-passe, retour de passe sur le terrain. On peut commencer très simple, hein, c'est que le joueur au milieu avec la balle, en fait, aille au lay-up, et puis les joueurs sur le côté viennent prendre des tirs, c'est-à-dire que le rond 1 passe au triangle 1, le rond 2 passe au triangle ici 3, et ils vont prendre un tir, qui peut être un tir extérieur à 2 points, un tir à 3 points, peu importe. Et au fur et à mesure, on va pouvoir amener nos joueurs à être dans des mouvements qui vont correspondre à notre code de la route, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, sur la situation, moi, c'est très simple. Je vais aller sur une situation de balle poste-bas. Et je veux que mes joueurs, sur l'échauffement, soient sur des situations de passe multiples, variées, autour de nos règles collectives, sur le ballon poste-bas. Et par rapport à ça, l'objectif, ce sera toujours de se faire des passes de qualité, c'est-à-dire qui arrivent, avec une vitesse suffisante, 2, dans les mains du joueur qui doit recevoir le ballon, d'accord? Donc avec l'émetteur qui fait la passe avec la vitesse suffisante, le récepteur qui présente ses mains au bon endroit au bon moment. Et pour cet échauffement, je demande à ce que le ballon ne touche jamais le sol. Même si sur certaines situations, on pourra, dans un deuxième temps, demander des passes au sol, là, on va rajouter cette contrainte pour aller justement sur cette qualité de passe et ce travail autour de ça. Donc là, très simple, hein, je reprends ma situation. Mon joueur 2 va faire une passe dans l'aile et va couper pour se mettre au poste bas à l'opposé du ballon. On en arrive ici. Ici, je vais demander une deuxième passe. Une deuxième passe, je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien travailler sur différentes distances, différents sens de passe. Donc là, on avait une passe qui allait ici un peu plus vers le bas. Là, on va être sur une même ligne, mais par contre, on va traverser, on va swinger le ballon, on va traverser l'ensemble du demi-terrain. Voilà. Ensuite, je vais demander à ce joueur qui reçoit ici de passer au poste bas. Donc, on est déjà sur 1, 2, 3 passes. D'accord ? Bien sûr, on va demander à ce que ça soit réalisé avec le maximum de vitesse. Alors, après, c'est une adaptation par rapport à vos joueurs, etc., ou à vos joueuses, mais c'est de faire en sorte que le ballon voyage le plus vite possible et avec la meilleure qualité possible. C'est-à-dire que ici, je ne dois pas avoir, ici, je dois pas avoir de ballon là flottant. Je ne dois pas avoir de joueur qui est obligé de sortir de sa trajectoire pour recevoir le ballon. Non, on va faire en sorte que la passe soit de qualité maximale pour arriver dans les mains de ce joueur-là. Et c'est là où, nous, en tant qu'entraîneur, on va peut-être pouvoir rajouter des consignes techniques pour faire en sorte que la passe soit bien faite. Et puis, bah, toujours hein, dans ce cheminement de passe ici, on va demander au joueur qui est ici sur le poste bas de ressortir la balle, Donc, on est sur une 4e passe. Et puis, en fait, bah, après, on va pouvoir travailler autour de différentes situations. Donc, par exemple, dans les règles collectives, quand un ballon et les numéros, juste un petit aparté, mais les numéros, ce ne sont pas des postes, hein. Vous avez bien vu, on a un numéro 6, etc. Ce sont juste des joueurs. Mais le joueur qui a renversé la balle, il va aller poser écran sur le joueur à qui il a renversé le ballon. Donc là, par exemple, mon 2, il a reçu la balle sur le poste bas. Il va renverser la balle, donc il va venir poser écran sur le 1. On aurait eu un même écran s'il avait renversé, redonné la balle ici directement au 3. D'accord ? Et puis là, vous allez jouer autour de votre jeu d'écran porteur. Donc avec un 1 qui utilise, qui peut donner la balle au 2 qui roule, qui peut donner la balle au 3, peu importe, et qui derrière sa passe va revenir ici pour prendre un tir avec le 1, parce qu'on est toujours dans cette logique d'échauffement en continuité avec un maximum de tirs et de courses. Et comme on est sur les règles, on peut aussi rajouter une passe ici. Je vous ai dit, hein, le 2,
il vient faire écran sur le joueur à qui il a passé le ballon. Ça, c'est notre règle. Et ben, si ce joueur-là, il a décidé de vite renverser la balle, ben, c'est pas très grave. Le 2, il vient faire quand même ici un écran dans le dos et on va avoir une coupe. Et on va pouvoir rajouter ici 4, 5, une sixième passe. D'accord? Et vous allez pouvoir avoir un cheminement du ballon qui est très important, très rapide et qui va vous permettre de travailler différentes passes, des qualités de passe à 3 contre 0, sans opposition, mais déjà qui va vous mettre vos joueurs dans des prédispositions pour ne pas perdre le ballon. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres d'échauffement que moi j'aime bien réaliser pour travailler sur le fait d'être capable de se faire des passes de qualité. Et donc voilà pour les exemples pédagogiques, très, très rapides, très succincts, parce que l'idée, c'est toujours de rester dans des interventions assez courtes, mais avec un message bien précis. Juste un dernier exemple où il n'y a pas de schéma, c'est sur le lancer franc, j'en parlais tout à l'heure. Tom, Oui, je peux te faire revenir juste un petit peu en arrière. Il y a Johan sur les qui a une schémas. question sur le rebond Oui, et qui te pose la question de savoir est-ce que tu valorises le rebond dans les manches de jeu collectifs ou est-ce que tu sanctionnes? alors, c'est... bon, je ne vais pas revenir sur le truc. C'est une question qui est intéressante et qui, pour moi, n'a pas de réponse. La réponse, c'est l'un ou l'autre. Moi, personnellement, je valorise l'équipe qui va aller dans le sens de la performance. Mais en fonction de ton équipe, aussi ton caractère d'entraîneur, je pense, de ton groupe, de la réaction du groupe, peut-être qu'il faut aller sur de la sanction, peut-être, pour d'autres. Moi, personnellement, dans ce genre de situation, je valorise. Par contre, quand je dis qu'il n'y a pas de réponse, c'est dans le sens où je pense que l'un et l'autre peuvent être intéressants parce que c'est une forme de on va provoquer une forme de réaction justement par rapport au rebond et donc ça va donner un indicateur en plus aux joueurs sur l'importance de cette donnée, parmi tant d'autres. Parce que, je reprends ma situation sur le rebond. Effectivement, s'il se passe, rien sur un rebond off ou un rebond def, notamment dans un premier temps voire avec des jeunes joueurs, s'il ne se passe rien, le rebond va être presque aussi important que le panier qui va être mis, etc. Alors que dans le cœur de la performance et dans ce qu'on veut construire, nous, le rebond a une importance. Donc, je dirais les deux choses sont importantes et doivent être ajustées en fonction de la personne que l'on est et des personnes à qui on a à faire face. C'est bon pour la Ok, réponse? merci Ouais, pour lui. pas de souci. Et donc, je voulais revenir sur un dernier petit exemple en termes de pédagogie. Cette fois-ci, c'était sur l'autre partie du cœur, c'était notamment sur les lancers francs. Effectivement, moi, j'aime travailler les situations de lancers francs en situation d'opposition. Euh, parce que c'est ce qui se passe en match, et notamment sur l'aspect mental, sur le fait que ce point supplémentaire, il est important. Il est important toujours dans cette notion de performance parce que je vais chercher la faute. Alors oui, l'adversaire a une faute supplémentaire sur la feuille de marque, c'est bien. Mais si je vais chercher ce point supplémentaire, je viens de marquer 3 points. Et peu importe ce qui va se passer de l'autre côté, si je fais un stop défensif, c'est très très bien, parce que je serai sur un 3-0. Mais si l'adversaire ne marque entre guillemets que 2 points, grâce à mon lancer franc converti, j'ai quand même mis ce point supplémentaire qui fait qu'au niveau de la performance, je suis devant. Et surtout, si je suis à 3-2, je récupère la balle et j'ai une possibilité de prendre un avantage encore plus grand. Et donc, par rapport à ça, les situations de 5-5, euh, moi, j'aime bien les faire commencer par un lancer franc, justement. Souvent, on va jouer sur, par exemple, un nombre de traversées pour avoir justement toujours ces transitions. Et il y a une équipe qui va commencer par un lancer franc.
Et le lancer franc compte dans le score, c'est-à-dire que même avant d'avoir défendu ou d'avoir attaqué, vous commencez par un lancer franc et donc lancer franc par exemple ici et après on traverse un, 2, 3, 4. Après c'est vous, en tant que coach que vous déterminez le nombre de traversées, hein, qui peut être déterminé par, heu, où on en est dans l'entraînement, physiquement où on en est, ce qu'on veut travailler, dans la semaine où on en est, et cetera. Ça, peu importe. Mais faire commencer par cette notion de lancer franc et le faire compter. C'est-à-dire que le lancer franc, il est important parce que, bah, déjà, je marque, il ne s'est rien produit, mais j'ai déjà 1-0 et ça, c'est important et ça va conditionner aussi des réactions par la suite. Et puis après, vous allez pouvoir, mettre des parce que je parlais tout à l'heure de charge mentale un petit peu sur ce lancer franc et par exemple, moi j'aime bien, c'est faire des manches très courtes, alors qui peuvent être sur, par exemple, 2 allers-retours ou un aller-retour, mais très courtes en termes de points, 6-8 points par exemple, mais chaque lancer franc loupé fait revenir votre équipe à 0. C'est pas grand-chose, mais effectivement, quand votre, équipe va avoir loupé peut-être un premier lancer franc, va être revenu une fois à 0, je peux vous dire que déjà le joueur qui va se présenter sur la ligne au deuxième lancer franc, il va pas appréhender les choses de la même manière et ça, justement, c'est juste une situation, toute simple, mais qui va générer un peu de stress et le fait de mettre vos joueurs face à un petit peu de stress, ça peut être un grand mot stress, mais c'est quand même ça, parce que la situation elle a de l'enjeu. Mettre vos joueurs face à ces situations-là à l'entraînement, bah, en fait, vous allez les habituer et tout au début, là, quand je reviens à la définition de la performance, performer, c'est un entraînement complexe et pour moi, si pour performer, il faut, être capable d'aller sur la ligne des lancers francs et d'en marquer à haut pourcentage, bah, il faut mettre, les joueurs sur ces situations-là, lors des entraînements. Si je ne le fais jamais, c'est compliqué d'exiger de mes joueurs de mettre des lancers francs sur les rencontres et très souvent, hein, à la fin d'un match, hein, on entend le discours: «Ah, on aurait marqué, nos lancers francs, on aurait gagné le match. On aurait, juste fait tant de pourcentage en plus, on aurait performé et pris la rencontre». Mais la question, ça c'est ce qui va se dire dans les tribunes, à côté et cetera, c'est quelque chose d'assez général. La question en tant qu'entraîneur, on doit se poser, c'est: «Est-ce que j'ai, mis mes joueurs, à l'entraînement dans des situations où, ils devaient mettre plus de lancers francs? Où le lancer franc était important? Où le lancer franc allait nous faire performer?» Voilà et donc, mon intervention, en fait, l'idée, c'était surtout ça, c'était, de se dire, hem: «Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi pour, réaliser une performance, gagner un match?» Et une fois que j'ai déterminé ce qui est important, c'est de le travailler. Je reviens sur ma notion de 80-20, mais je ne peux pas demander à mes joueurs de prendre, beaucoup de rebonds et de dire que le rebond, c'est important, si je ne le travaille jamais, si je ne le mets jamais en avant. Voilà et cette réflexion-là, moi, c'est un petit peu ce qui a découlé, de mes différentes expériences d'entraîneur et je sais qu'aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps à me concentrer sur mon équipe et surtout certains points à maîtriser parce que, je pense que ce sont ces points-là, le rebond par exemple, qui vont faire qu'on va pouvoir performer. J'en reviens à mon exemple du début et je conclurai là-dessus, sauf si bien sûr il y a des questions, mais je marque tous mes paniers. Mon adversaire marque tous ses paniers aussi. Celui qui aura une possession supplémentaire gagnera le match et le rebond, par exemple, peut être une occasion d'avoir une possession, supplémentaire. Tu as une question de Romain qui demande: vous n'abordez pas le travail défensif pour performer. Alors, je l'aborde en fait, j'ai dit 2 choses sur le travail défensif. C'est cette notion de rebond défensif, le fait de rebonder et alors je suis peut-être passé, très vite dessus
mais c'est la notion de langage commun. Tout à l'heure, je parlais des pertes de balles. Il y a le langage commun en attaque pour ne pas perdre la balle et il y a le langage commun en défense pour faire perdre la balle à l'adversaire. Voilà, donc pour performer, pour moi, il va y avoir cette notion-là de pouvoir, faire perdre la balle, à l'adversaire. Voilà, et puis il y a un dernier point, qui pour moi est un troisième, qui peut être un troisième item, dans la performance, c'est, ce qui pourrait, être résumé autour des paniers faciles, des paniers sur des situations de jeu rapide, où là, on pourrait avoir, le fait, nous, de marquer plus sur jeu rapide et l'adversaire, d'avoir un repli efficace pour ne pas marquer dessus. Mais, pour moi, sur la performance, voilà, on est sur, vraiment, si on doit parler de défense, je suis plus autour du langage commun. Alors, tu as une autre question Ouais. de Leila qui va te permettre de parler d'un futur webinaire, je pense. Comment travailles-tu le mental? Alors, le mental, effectivement, on va avoir une intervention, d'Antoine Marciac, qui est coach et qui va intervenir un petit peu plus, en détail, hein, sur l'aspect mental et sur le travail autour de tout ça, parce que, bah, c'est loin d'être, moi, ma spécialité. Ce que je disais tout à l'heure, pour travailler le mental, en fait, c'est plus essayer de reproduire des situations, que les joueurs vont, retrouver en match. Je parlais tout à l'heure des situations de stress sur lancer franc. Bah, en fait, par exemple, remettre le compteur à zéro si le lancer franc est loupé, ça va générer un minima, un peu de stress pour le joueur qui va le tirer, et donc c'est ça, c'est essayer sur le mental, c'est essayer de reproduire des situations, avec un petit peu de contraintes anxiogènes pour que le joueur, en fait, s'y habitue. Voilà. Mon à mon à mon petit niveau là-dessus, sur ces connaissances-là, moi, c'est ce que j'essaye d'utiliser. J'en profite, hein, pour faire la pub pour nos spectateurs. Samedi 28 à 15 heures pour trouver le webinaire avec Antoine. C'est ça. J'ai pas de nouvelles questions, sauf si ça arrive entre-temps. Merci de la part de Leila. Très bien. Merci beaucoup à toi. Eh ben super. S'il y a pas d'autres questions, donc demain, on enchaîne, Avec heu, Alexandre, tout à avec fait. Alexandre sur un sujet un petit peu différent, qui est la gestion de carrière, pour les joueurs, jeunes joueurs, entraîneurs aussi. Comment on construit une carrière et comment on la gère. Donc, ce sera un sujet un peu moins technique, un peu plus dans l'esprit de ce qu'on a vécu avec Elliot, lundi, mais j'espère tout aussi, intéressant et enrichissant. Donc 20h15 demain. C'est ça. Vous avez tous la date maintenant. Bonne soirée à tous. Encore Au revoir. merci Thomas. Merci. Ah, attends, j'ai une. Non, c'était merci. Voilà, plusieurs Super. merci. Bonne Bonne soirée tout le soirée. monde. Au revoir.